Et d'ailleurs... Attendez, qui a dit que le programme était mal fait, madame? Qui a dit ça? Bon, personne l'a dit, d'accord. Bah, si, je vais les retrouver. Oui, bah retrouvez-le, oui, c'est bien pour une journaliste d'avoir des sources, parce que écoutez, revenez avec des sources un peu plus solides. Aujourd'hui, est-ce que... David Guiraud remet en place le plateau de BFM TV. Le député de la France Insoumise David Guiraud était invité sur le plateau de BFM TV dans le cadre de la nomination du futur Premier ministre de la République. Face à lui, plusieurs journalistes militants qui déplorent que la France Insoumise ne délaisse pas une partie de son programme pour ainsi se soumettre aux souhaits de la Macronie. Des reproches honteux et hypocrites selon le député insoumis David Guiraud, qui comme à son habitude ne va pas aller de main morte pour remettre en place ses adversaires politiques. Cette forme de tambouille en tout cas qui vous ont fait confiance pour que vous vous entendiez justement. Vous avez signé un programme commun et vous n'arrivez pas à constituer cette équipe gouvernementale. Il y a la question de Matignon et maintenant il y a cette question du perchoir. Ça commence à faire beaucoup, non? Bah non, la question du perchoir, elle n'a pas été beaucoup évoquée avant, donc c'est pas vrai qu'il y a pas à l'avance là des énormes blocages. Je veux quand même rappeler une chose, c'est que dans 11 jours, on a les Jeux Olympiques, d'accord? Et que la première chose dont on pourrait discuter, c'est que dans 11 jours, il y a le monde entier qui vient, le monde entier qui va constater qu'on a un président de la République qui a quand même perdu 2 élections de suite, qui maintient un gouvernement, qui est issu de sa majorité à lui, qui n'est plus majoritaire au sein de l'Assemblée nationale du tout, qu'on apprend à des gamins, notamment au collège, lycée, qui a un principe qui s'appelle la séparation des pouvoirs, et que pendant les Jeux Olympiques, on va avoir des ministres députés, en gros. Donc moi, je suis désolé, mais la première discussion, elle doit avoir lieu là. C'est que Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre issu du Front populaire. Il a les numéros de tous les dirigeants des partis du Front populaire. Hein. On a eu ce débat, il ne le fera pas sans doute, en tout cas c'est une certitude. Moi quand même, je suis désolé de le dire, le premier problème, il est là. Que je regrette que les discussions patinent parce que Huguette Bello a été refusé par le PS, c'est une chose. Mais enfin quand même, je suis désolé, hein, c'est un peu moins problématique qu'un gouvernement où on va avoir des ministres députés. Olivier, on se dit juste une question, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que vous êtes arrivé en tête, mais vous n'avez pas la majorité absolue, loin de là. Et dans la déclaration que fait Jean-Luc Mélenchon tout de suite à 20h, il y a cette volonté de dire sans compromission, sans compromis. Sauf qu'en fait, vous allez devoir faire des compromis. Moi, je suis pas astrophysicien, je suis militant politique. J'ai été élu sur un programme d'augmentation des salaires, un programme de blocage des prix, un programme de transition écologique, un programme qui est fait pour résoudre la crise du logement, parce qu'il y a plein de gens, y compris dans ma circonscription, qui vivent dans des logements insalubres. Vous voyez, j'ai un programme. Nous avons l'intention de ne pas faire de compromis avec ce programme. C'est aux autres groupes politiques, lorsqu'on mettra des sujets sur la table, je pense au logement, je pense au pouvoir d'achat, je pense au salaire, c'est aux autres groupes politiques d'expliquer aux Français pourquoi ils sont pas d'accord et pourquoi, s'ils ne sont tellement pas d'accord avec nous, qu'ils veulent faire tomber notre gouvernement. Mais nous, on a été élus sur un programme. Et vous parliez tout à l'heure de trahison de la parole des Français. Bah moi, je suis pas pour trahir cette parole-là. Géraldine. Ce qui me frappe, c'est une question de logique et de calendrier. On a l'impression que vous êtes dans une espèce de déni du réel, c'est-à-dire que oui, vous avez une majorité très relative, avec moins de 200 députés, et que là, toutes les tractations que vous faites, en n'arrivant pas à vous mettre d'accord, c'est pas parce que demain, si vous arrivez par miracle à vous mettre d'accord sur un nom, il vous restera tout le travail à faire avec les autres formations politiques pour trouver un programme commun et des points de convergence qui vous permettraient effectivement de gouverner et pas être renversé par une motion de censure en 48 heures. Donc, si vous voulez, là, j'ai l'impression que vous occupez le terrain, vous faites du bruit médiatique, c'est bien, c'est logique et c'est un coup politique. Mais au bout d'un moment, il y a un côté un petit peu puéril, c'est que ça ne résout rien. Même quand vous aurez un nom, ça ne résoudra rien. Et on ne voit pas le début de commencement d'une main tendue vers les autres formations pour trouver un terrain d'entente pour effectivement construire une majorité que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous n'aurez pas demain. Vos impressions ont plus l'air d'être des certitudes dans la manière dont... Mathématiquement, c'est... Mathématiquement, il y avait une majorité relative en 2022. Je vous ai pas entendu dire qu'Emmanuel Macron avait aucune chance de réussir. Voilà. Je vous ai pas entendu le dire. Pourquoi ce traitement de faveur différent avec le Front populaire? C'est une majorité relative dans les deux cas. Pourquoi est-ce que vous appliquez ce raisonnement sur nous, mais qu'en 2022, vous ne laissez aucune porte ouverte programmatique? Ah oui, et Emmanuel Macron... Vous êtes complètement figé sur votre programme. C'était quoi la porte ouverte programmatique d'Emmanuel Macron? De fait, il a trouvé des majorités sur des textes. Ah bon? Sur le budget, par exemple? Combien? Par exemple, sur l'énergie, il a trouvé des budgets. Non, mais attendez. Il est allé chercher les voix des Républicains quand il en avait besoin. Je suis député en commission des finances. Les budgets ont été votés avec des dizaines et des dizaines de 49.3. Il y a énormément de lois qui sont passées avec des 49.3. Vous trouvez que c'est une majorité? Non, madame. Mais vous l'avez suffisamment critiqué pour ne pas le reproduire. Donc non, je constate juste que vous avez un double. Donc vous voulez le reproduire. Vous avez un double langage selon qui est en capacité de l'emporter. Je pense que parce que votre ligne éditoriale est de droite, vous ne voulez pas voir s'appliquer un programme de gauche. Mais je le respecte. Vous avez le droit. Mais non, je vous demande de m'expliquer comment et avec qui vous allez l'appliquer le programme. Mais vous n'êtes pas capable de nous l'expliquer. Je n'ai pas l'intention de gouverner avec la République en marche. Je n'ai pas l'intention de gouverner avec ceux qui ont cassé ce pays. Et je
n'ai pas l'intention de comment est-ce que, parce que quand Jean-Luc Mélenchon explique que ce sera le programme, rien que le programme, tout le programme, avec qui vous allez trouver justement ces voix qui vous manquent? Avec le Rassemblement national? La méthode. On arrive au gouvernement. Nous avons une majorité relative. On dépose des propositions de loi ou alors des décrets. Mais par exemple, imaginons une proposition de loi sur l'abrogation de la réforme des retraites, soutenue par quasiment l'ensemble du monde salarié français. C'est-à-dire la quasi-totalité des Français qui bossent dans ce pays sont contre le passage de la retraite à un âge supérieur à ce qui avait été annoncé. Eh ben, nous proposerons l'abrogation de la réforme des des retraites. Et les seuls qui peuvent vous suivre, c'est le Rassemblement national. De laquelle? C'est la réforme Macron ou la réforme Touraine? Ça sera aux autres groupes de se positionner. Quelle réforme? La réforme Macron ou la réforme de Marisol Touraine qui a été votée par le Parti Socialiste qui est dans votre coalition? L'objectif, c'est la retraite à 60 ans, 40 ans, et ça vous aura pas échappé. 40 ans, donc oui. Donc, voilà. Les socialistes sont d'accord avec ça. Donc, il y aura un vote. Mais sur la méthode. C'est pas grave, ça. Ça, c'est des votes. Sur la méthode. Votre majorité relative va déjà exploser sur ce point. C'est pas gagné quand même. Nous proposons des éléments issus du programme sur lequel nous avons été élus. À partir de ce moment-là, il y a un vote à l'Assemblée. Chaque groupe doit se positionner en âme et conscience. Je le dis notamment aux députés de La République En Marche parce qu'il me semble qu'il y en a quelques-uns qui aient commencé à faire leur inventaire par rapport au dernier quinquennat. J'ai entendu des députés, j'ai entendu des ministres de La République En Marche dire peut-être que sur le social, on n'a pas fait ce qu'il fallait, sur le pouvoir d'achat, on n'a pas fait ce qu'il fallait, sur les taxes sur les multinationales, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc à ce moment-là, peut-être qu'il y aura des majorités qui se dessineront. Mais moi, je suis pas prophète, je suis pas Nostradamus. Donc, on pose des textes, on pose des éléments de programme, et si après ils veulent nous censurer, et si après il doit y avoir une dissolution dans un an, nous n'avons pas peur. Et vous leur expliquez en fait qu'ils n'auront qu'à assumer finalement leur choix devant leurs électeurs, c'est ça, devant les Français. Mais à force de se renvoyer la balle entre vous, le Parti Socialiste, les écologistes et les communistes, vous n'avez pas peur de créer un boulevard justement pour d'autres coalitions, la droite avec justement Renaissance, avec le MoDem. Est-ce que vous n'avez pas peur de laisser filer quelque part cette victoire? Mais non, parce que La République En Marche et les Républicains aujourd'hui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc la majorité relative est toujours celle du Nouveau Front Populaire. Elle est toujours celle. Pour une notion de censure, je pense que si vous appliquez votre programme, ils vont se mettre d'accord. Hein. Eh ben peut-être. Mais dans ce cas-là, ils devront l'expliquer aux Français. On se bataille pas pour des postes, hein. Je veux dire, s'il y a une censure, il y a une censure. Mais du coup, l'objet de la censure, c'est, par exemple, s'il y a une censure à cause de la réforme des retraites, ça veut dire que les gens qui nous censurent devront expliquer aux Français qui nous font tomber un gouvernement parce qu'ils veulent conserver la retraite aussi tard pour les Français. De la même manière que sur le blocage des prix, les gens qui nous censurent devront expliquer qu'ils nous censurent parce qu'ils refusent que les gens au supermarché arrêtent de se faire saigner comme ils se font saigner actuellement. Monsieur Guiraud, donc la discussion, elle est pas malsaine pour moi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pendant la campagne, il y a eu toute une partie de la campagne où on a dit que Jean-Luc Mélenchon ne devait pas être candidat au poste de Premier ministre, et bizarrement au lendemain du second tour, le nom est revenu à un moment donné. Donc vous avez aussi joué à ça, à une sorte de surenchère vis-à-vis de vos alliés. C'est un jeu. Non. Si vous avez, on a l'impression quand même que depuis le début que vous êtes dans une forme de surenchère et qu'en fait vous jouez aussi la rue avec effectivement les mobilisations qui sont prévues le 18 juillet. Il faut pas, c'est pas un jeu. Je vous dis. Pendant la campagne, on a un peu l'impression qu'on voit la bataille des communiqués de presse. Mais parce qu'on a parfois des désaccords, mais c'est pas malsain dans une alliance d'avoir des désaccords. C'est juste que pendant une campagne, vous ne savez pas à l'issue de la campagne quel est le premier groupe politique de la coalition. Vous ne savez pas si la France Insoumise va avoir 100 députés ou 50, si le PS va garder 40 députés ou va doubler de nombre de députés, si les écolos vont garder le même nombre ou pas. Donc c'était des discussions très incantatoires. À 20h06, vous ne saviez pas non plus. Nous, on avait une position de principe de dire Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'étais d'accord pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre, et je le suis toujours d'ailleurs. Mais vous voyez, c'était des discussions qui étaient beaucoup moins clair que sans savoir combien on allait avoir de députés chaque groupe au sein de l'Assemblée nationale. Vous convenez vous-même que votre programme a été élaboré à la va-vite en quelques jours? Non. En 4 jours. Mais il n'a pas été élaboré à la va-vite. Ces mesures-là, elles font accord dans notre groupe parlementaire. Entre les deux tours, on a entendu de nombreux membres de votre majorité dire non mais rassurez-vous, ce programme il sera pas appliqué, il est pas très sérieux, c'est pas grave, ne regardez pas le programme. Qui a dit ça? Il y en a plusieurs et notamment tous ceux qui se sont désistés en votre faveur. Vous n'avez pas un nom là parce que notamment c'est bizarre. Ceux qui se sont... Qui a dit dans les rangs du Parti socialiste, on nous a bien répété que le programme c'était pas là-dessus qu'il fallait se focaliser. Il était mal fait. Et d'ailleurs, attendez, qui a dit que le programme était mal fait, madame? Qui a dit ça? Bon, personne l'a dit, d'accord. Si, je vais les retrouver. Oui, retrouvez-le, oui. C'est bien pour une journaliste d'avoir des sources, parce que. Écoutez, on va reprendre les émissions de télévision entre deux tours. Oui, reprenez-les avec plaisir. Et tous ceux qui se sont désistés en votre faveur l'ont martelé sur tous les plateaux de télévision. Et est-ce que les divergences qu'on voit aujourd'hui, est-ce que les divergences qu'on voit aujourd'hui ne traduisent pas ces incohérences et ces incompatibilités de programme? D'abord,
revenez avec des sources un peu solides et des citations un peu solides. Ensuite, non, parce que au sein de l'Assemblée nationale, pendant plusieurs années, il sait très bien que tout le monde l'a dit, c'est très malhonnête. Non, je ne sais pas très bien. On va avancer. Il faut qu'on avance. Répondez, et ensuite on va passer à autre chose. On dissèque mon cerveau. Allez-y. Bon, vous voulez voir? Allez-y. Vous pouvez y aller, hein. Ça va pas être très long. Depuis des années, nous bataillons ensemble à l'Assemblée nationale. Par exemple, sur la réforme des retraites. Non, c'est pas un programme qui est fait à la va-vite, parce qu'on sait très bien, on connaissait un peu les positionnements de chacun. Vous avez parlé de la loi de Touraine, donc ça fait partie des discussions. Mais on connaît les discussions de chacun. On sait. Donc François Hollande, qui est membre de votre coalition, il est d'accord pour laminer la réforme que lui a portée. C'est François Hollande qui a porté la retraite à 43 annuités. C'est lui. D'accord. Mais le programme du nouveau Front populaire n'est pas de la réforme des retraites de Hollande. C'est pas vrai. Donc arrêtez d'essayer de rendre l'esprit des gens confus. J'ai bien compris que là. Vous dites, merci. Vous vous comportez plus comme une opposante politique que comme une journaliste. On avance un petit peu sur d'autres sujets. Peut-être juste très rapidement, c'est quoi la prochaine étape pour que vous retourniez autour de la table avec les autres forces politiques du nouveau Front populaire? Il y a personne n'a claqué la porte. Là, les discussions vont avoir lieu parce qu'on n'a que 3 jours pour trouver une candidature unique pour la présidence de l'Assemblée nationale. Je rappelle que contrairement aux dissolutions de gouvernement, contrairement aux membres de l'exécutif, la présidence de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui risque de rester 1 an. Et c'est du solide, c'est du concret. On a 3 jours, faut qu'on avance, on a des discussions à avoir et je pense qu'on n'a pas le droit d'échouer. En tout cas, je vous donne mon avis, on n'a pas le droit d'échouer sur ces discussions. Et on va refermer cette... Et vous, que pensez-vous de l'intervention du député LFI David Guiraud face aux journalistes militants de BFM TV? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.